Le milliardaire jurait. Il ne s'impliquerait jamais avec quelqu'un de la police. Mais quand il a vu la nouvelle recrue en uniforme, son monde s'est arrêté dans le temps. Elle était différente de tout ce qu'il connaissait. Ferme, belle, réelle. Et son cœur blindé a été conquis, sans aucune chance de défense. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous inscrire à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. La pluie battait contre les vitres teintées du dernier étage de l'immeuble Moreau, siège du holding le plus puissant du pays. Thomas Moreau observait la ville à travers la fenêtre de son bureau, ses yeux bruns reflétant les lumières de la métropole qui commençaient à s'allumer en cette fin d'après-midi. À 45 ans, il portait sur son visage la fermeté de celui qui a bâti un empire, mais aussi les marques de celui qui en a payé le prix fort. Le téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était Sophie, sa secrétaire depuis plus d'une décennie. Monsieur Moreau, la nouvelle équipe de sécurité est arrivée pour la présentation. Thomas ajusta sa cravate bleu marine dans un geste automatique. Vous pouvez les faire entrer. La porte s'ouvrit, révélant 3 hommes en costumes impeccables et une femme. Ce fut elle qui attira d'abord son attention. Contrairement aux autres, elle portait un tailleur bien coupé, des cheveux châtains, attachés en un chignon discret, et un regard déterminé qui l'intrigua instantanément. « Bonjour, Monsieur Moreau. Je suis Élodie Lefort, responsable de l'équipe de sécurité personnelle désignée pour vous. » Sa voix était ferme, professionnelle, mais avec une douceur qui ne correspondait pas aux stéréotypes d'un agent de sécurité. Thomas s'assit dans son fauteuil en cuir, observant le groupe avec son habituel regard analytique. « Mademoiselle Lefort, j'avoue que j'attendais Richard Martin à ce poste. Il a été mon chef de sécurité ces 5 dernières années. Monsieur Martin a été promu à la coordination générale, monsieur. J'ai pris sa position après avoir terminé ma formation spécialisée en protection des cadres dirigeants et conduite défensive. J'ai 10 ans d'expérience dans la police, dont les 3 dernières consacrées exclusivement à la sécurité des personnalités. » Les mots « police » et « personnalité » firent bouger Thomas inconfortablement sur son siège. D'anciens souvenirs menacèrent de remonter à la surface, mais il les réprima avec l'habitude des années. Son regard se posa sur le curriculum vitae devant lui, cherchant n'importe quelle raison de refuser cette nomination. « Parcours impressionnant, mademoiselle Lefort, mais je dois être franc, j'ai des réserves quant à travailler avec. » Il fit une pause, choisissant ses mots. « Des professionnels venus de certaines institutions. » Élodie conserva sa posture, mais ses yeux verts révélèrent une lueur de défi. « Je comprends vos réserves, monsieur Moreau, mais je vous garantis que mon expérience sera un atout pour votre sécurité. De plus, j'ai développé un plan personnalisé pour vos besoins, incluant des itinéraires alternatifs et des protocoles spécifiques que j'aimerais vous présenter. » L'homme d'affaires étudia son visage un moment. Il y avait quelque chose de différent chez elle, un mélange de compétences et d'humanité qu'il trouvait rarement chez ses subordonnés. Néanmoins, ses règles étaient claires, pas d'implication. Avec les employés, surtout ceux liés aux institutions de contrôle. « Très bien, mademoiselle Lefort, accordons-nous une période d'essai, 1 mois. Si votre travail répond aux attentes, nous maintiendrons cet arrangement. » Élodie acquiesça, professionnelle. « Vous ne le regretterez pas, monsieur. Nous commençons demain à 7 heures selon votre agenda. » Quand l'équipe se retira, Thomas reporta son regard sur la ville. Le ciel s'assombrissait rapidement et les premiers tonnerres annonçaient une nuit orageuse. Il ne savait pas expliquer pourquoi, mais il avait le sentiment que quelque chose était sur le point de changer dans sa vie méticuleusement contrôlée. Dans le parking de l'immeuble, Élodie monta dans sa modeste Clio et s'accorda un moment de tension. Elle avait besoin de ce travail, non seulement pour le salaire significativement plus élevé, mais surtout pour l'accès qu'elle aurait à Moreau Holdings. Le centre communautaire de son père ne pouvait pas attendre beaucoup plus longtemps. Conduisant vers la maison sous la pluie qui commençait à tomber, Élodie pensait à comment sa vie en était arrivée là. Fille d'un ancien policier respecté, elle avait grandi en croyant à la justice et au pouvoir de la communauté. Maintenant, ironiquement, elle travaillait pour l'homme dont l'entreprise menaçait de détruire tout ce que son père avait construit. La Renault Alpine A110 1970, inachevée dans le garage de la maison, serait sa première rencontre en arrivant, un projet qu'elle partageait avec son père depuis l'adolescence, quand il lui avait appris à conduire. Aujourd'hui, c'était plus qu'une voiture.
C'était un symbole d'espoir et de détermination. Le premier jour d'Élodie comme chef de sécurité de Thomas Moreau commença à 5h30 du matin. Elle vérifia 3 fois le trajet principal et les itinéraires alternatifs avant de se positionner dans le parking de la villa dans le quartier le plus exclusif de la ville. La pluie de la nuit précédente avait laissé l'air plus frais et le soleil commençait à peine à apparaître à l'horizon. À 7 heures précises, Thomas sortit par la porte principale, impeccable dans son costume italien. Élodie remarqua comment il scrutait discrètement les environs avant de s'approcher de la voiture. Une habitude qui démontrait son expérience avec les protocoles de sécurité. « Bonjour, monsieur Moreau. » Élodie ouvrit la porte arrière de la Mercedes blindée. « Bonjour, mademoiselle Lefort. » Il entra dans le véhicule, ouvrant immédiatement sa tablette. « Je dois passer au bureau de l'architecte François Dumas avant la réunion de 9h. » Élodie avait déjà prévu cette possibilité après avoir étudié son agenda. « Oui, monsieur. J'ai déjà préparé l'itinéraire le plus sûr et le plus efficace, compte tenu du trafic de ce matin. » Thomas leva les yeux de sa tablette, surpris par son efficacité. Il observa dans le rétroviseur comment elle conduisait. Des mouvements précis, une attention constante à l'environnement, mais sans la rigidité excessive qu'il voyait habituellement chez ses autres gardes du corps. Le trajet se déroula parfaitement, Élodie anticipant chaque feu, chaque virage. À un moment donné, elle dévia en douceur d'un itinéraire habituel. « Il y a des travaux sur l'avenue principale, monsieur », expliqua-t-elle avant même qu'il ne pose la question. « Cette alternative nous épargnera au moins 15 minutes. » Thomas se surprit à admirer sa compétence. Elle était différente de tous les chefs de sécurité qu'il avait eus, pas seulement pour l'évidente question de genre, mais par la façon dont elle conjuguait efficacité et sensibilité. À la sortie du bureau de l'architecte, une petite foule de journalistes les attendait. Élodie organisa rapidement l'équipe pour créer un corridor sécurisé. Thomas remarqua comment elle se positionnait, assez proche pour protéger, assez distante pour ne pas étouffer. « Monsieur Moreau, est-il vrai que le holding prévoit de démolir le centre communautaire Saint-François pour construire un nouveau complexe d'entreprise ?» La question du journaliste fit figer Élodie pendant une microseconde, imperceptible pour quiconque, sauf pour Thomas, qui développait déjà un talent spécial pour l'observer. « Sans commentaire », répondit-il, entrant dans la voiture. Élodie ferma la porte et prit le volant, maintenant son comportement professionnel. Dans le silence du retour au bureau, Thomas réfléchissait à sa réaction à la mention du centre communautaire. Il y avait quelque chose là, une histoire non dite. En homme d'affaires expérimenté, il avait appris à faire confiance à son instinct concernant les gens, et quelque chose lui disait qu'Élodie Lefort était plus que ce qu'elle paraissait. « Mademoiselle Lefort » appela-t-il, brisant le silence. « Votre dossier mentionne une expérience en travail communautaire. Où exactement ?» Élodie ajusta le rétroviseur, ses yeux verts rencontrant les siens pendant un instant. « À divers endroits, monsieur, mais principalement au centre Saint-François. J'ai grandi dans cette région. La coïncidence était trop grande pour être ignorée. » Thomas fit une note mentale pour enquêter davantage sur ce sujet plus tard. Pour l'instant, il se concentra sur les documents de sa tablette, spécifiquement sur le rapport concernant le projet d'expansion que son entreprise prévoyait dans cette zone. En arrivant à Moreau Holdings, Élodie effectua la procédure standard de sécurité du bâtiment avec une efficacité qui impressionna même les gardes les plus expérimentés. Thomas l'observait discrètement, intrigué par la dualité entre sa force et sa délicatesse. « Excellent travail aujourd'hui, mademoiselle Lefort », dit-il avant d'entrer dans son bureau. « Demain, nous aurons un agenda plus complexe, réunion avec les actionnaires. »« Je serai prête, monsieur. » Elle acquiesça, toujours aussi professionnelle. Ce soir-là, dans son bureau, Thomas se surprit à revoir le curriculum vitae d'Élodie. Il y avait quelque chose chez elle qui l'inquiétait, qui lui faisait remettre en question ses propres règles. La politique de non-implication avec les employés existait pour de bonnes raisons. Le fiasco avec son ancienne assistante exécutive des années auparavant laissait encore un goût amer dans sa bouche. Mais Élodie était différente. Il ne pouvait le nier, et cela plus que toute autre chose l'inquiétait. Élodie arriva chez elle épuisée après son premier jour comme chef de sécurité de Thomas Moreau. La Renault Alpine A110 1970 l'attendait dans le garage, couverte d'une bâche bleue décolorée. Elle retira le tissu avec précaution,
révélant le projet inachevé qu'elle partageait avec son père. « Aujourd'hui a été une journée intéressante, papa, » murmura-t-elle, passant sa main sur le capot de la voiture. Le métal froid sous ses doigts lui rappelait des après-midi ensoleillés, quand Pierre Lefort enseignait à sa fille unique les secrets de la mécanique et de la conduite défensive. Dans la cuisine modeste, Élodie trouva son père penché sur une pile de documents. Pierre, à 65 ans, maintenait la posture droite de ses années de police, mais les cheveux grisonnants et les rides profondes trahissaient le poids des préoccupations récentes. « Comment s'est passé ton premier jour, ma fille ?» demanda-t-il, rangeant rapidement les papiers dans un dossier. « Mieux que prévu, » répondit Élodie, se servant une tasse de café. « Moreau est différent de ce que j'imaginais, plus observateur, plus humain. » Pierre retira ses lunettes de lecture, un geste qu'Élodie connaissait bien. Cela précédait toujours une révélation importante. « Ma fille, il y a quelque chose que je dois te dire à propos des Moreau. » Élodie s'assit, intriguée. « Que veux-tu dire ?»« Avant tout, je veux que tu saches que je soutiens ta décision de travailler là-bas. Mais tu dois connaître toute l'histoire. » Pierre ouvrit un vieux tiroir et en sortit une enveloppe jaunie. « J'ai connu le père de Thomas Moreau, Auguste, il y a longtemps. Nous étions très proches. » Le cœur d'Élodie s'accéléra. Durant toutes ces années de recherche sur Moreau Holdings, elle n'avait jamais imaginé une connexion personnelle entre son père et la famille Moreau. « Auguste et moi avons servi ensemble dans la police, » continua Pierre. « C'était un homme bon avec de fortes convictions, mais quelque chose s'est produit, quelque chose qui a tout changé. » Élodie observa son père déplier une vieille coupure de journal. Le titre, décoloré par le temps, était encore lisible. Un homme d'affaires arrêté lors d'une opération policière controversée. « Auguste a été injustement emprisonné, » expliqua Pierre, sa voix chargée de regret. « Une terrible erreur de la police, basée sur de fausses preuves plantées par des personnes qui voulaient prendre le contrôle de l'entreprise. J'ai essayé d'aider, mais... » « Mais quoi, papa ?» « J'ai été écarté de l'affaire, transféré. Dans un autre département. Plus tard, j'ai découvert que certains membres du holding étaient impliqués dans le complot. Des personnes qui occupent encore aujourd'hui des postes importants là-bas. » Élodie sentit son sang se glacer. « C'est pour ça que tu as quitté la police ?» Pierre acquiesça lentement. « Je ne pouvais pas continuer à faire partie d'un système qui avait permis cette injustice. Auguste a passé 6 mois en prison avant que la vérité n'éclate. Quand il est sorti, il était changé. Son fils, Thomas, n'était qu'un adolescent à l'époque. Et maintenant, son entreprise veut démolir le centre communautaire que tu as construit, » murmura Élodie, l'ironie de la situation ne lui échappant pas. « La vie est pleine de ces retournements, ma fille. Mais je ne garde pas rancune envers les Moreau. Auguste était une victime, tout comme moi. Et Thomas, eh bien, il était trop jeune pour comprendre ce qui se passait. » Élodie prit la coupure de journal, étudiant la vieille photo. On y voyait un jeune Thomas Moreau, observant son père emmené par des policiers. Ses yeux, même sur l'image en noir et blanc, transmettaient un mélange de douleur et de révolte qu'elle comprenait maintenant parfaitement. « Pourquoi me racontes-tu cela maintenant, papa ?» Pierre prit la main de sa fille sur la table. « Parce que tu dois comprendre que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent. Thomas Moreau a grandi avec des cicatrices profondes de cette époque. Son aversion pour la police, sa distance émotionnelle, tout a une raison. » Élodie pensa au comportement réservé de son patron, à la façon dont il se crispait subtilement quand elle mentionnait son expérience policière. Les pièces commençaient à s'assembler. « Il y a autre chose, » continua Pierre, sortant un journal en cuir du tiroir. « Tout est documenté ici, nom, date, preuve que j'ai recueillies à l'époque. Je n'ai jamais montré cela à personne, mais maintenant, peut-être est-il temps que la vérité éclate. » Élodie prit le journal, avec des mains tremblantes. Il contenait non seulement les registres de son père, mais potentiellement les réponses qui pourraient sauver le centre communautaire, et peut-être bien plus que cela. Le lendemain matin, Élodie arriva à la Villa Moreau, l'esprit encore en train de traiter les révélations de la veille. Le journal de son père pesait dans son sac comme du plomb, mais elle avait décidé de le garder avec elle. On ne savait jamais quand une information pourrait être cruciale. La réunion avec les actionnaires promettait d'être tendue. Élodie
s'en rendit compte dès que Julien Durand, le principal associé de Thomas, arriva au parking dans sa Porsche noire. Il y avait quelque chose dans le sourire artificiel de cet homme qui la dérangeait profondément. « Mademoiselle Lefort », salua Durand, ajustant son costume italien. « J'espère que vous êtes prête pour aujourd'hui. Ces réunions sont souvent mouvementées. » Élodie resta professionnelle. « Ne vous inquiétez pas, monsieur Durand, tout est sous contrôle. » Quand Thomas descendit, Élodie remarqua immédiatement sa tension. Les épaules rigides, la mâchoire serrée. Des signes subtils qu'elle avait déjà appris à identifier. « Bonjour, monsieur Moreau, dit-elle, ouvrant la porte de la voiture. Je suggère l'itinéraire alternatif aujourd'hui. Il y a une manifestation. » Sur l'avenue principale, Thomas acquiesça, mais son esprit semblait ailleurs. Sur le chemin du bureau, Élodie l'observait dans le rétroviseur. Il feuilletait un dossier rouge portant le sceau confidentiel, son expression devenant plus sombre à chaque page. « Quelque chose ne va pas, monsieur », risqua-t-elle quand ils s'arrêtèrent à un feu rouge. Thomas leva les yeux, rencontrant les siens dans le miroir. Pendant un moment, il sembla considérer s'il devait partager ses pensées. Parfois, mademoiselle Lefort, nous découvrons que les personnes les plus proches de nous ne sont pas qui nous pensions. Le commentaire atteignit Élodie comme une flèche. Elle pensa au journal de son père, aux révélations sur le passé. Parfois, la vérité peut être libératrice, monsieur. Thomas l'étudia avec un intérêt renouvelé. Vous parlez d'expérience personnelle? Avant qu'Élodie ne puisse répondre, le téléphone de Thomas sonna. C'était Julien Durand. La conversation fut brève, mais Élodie perçut comment la tension de Thomas augmenta considérablement. Dans la salle de réunion de Moreau Holdings, les actionnaires attendèrent déjà. Élodie se positionna discrètement dans un coin, mais en gardant une vision claire de toutes les sorties et des personnes présentes. Julien Durand dirigeait la présentation, montrant des graphiques et des projections sur le projet d'expansion. Comme vous pouvez le constater, messieurs, la démolition du centre communautaire Saint-François et des zones adjacentes nous permettra de construire un complexe commercial qui triplera nos revenus dans le secteur immobilier, expliquait Durand, son sourire plus large que la normale. Élodie sentit son cœur s'accélérer. À l'écran, des images du centre communautaire de son père apparaissaient marquées en rouge, des zones à supprimer, des années de travail communautaire, des milliers de vies positivement impactées, tout réduit à des taches rouges sur une diapositive d'entreprise. Et les habitants? La voix de Thomas coupa la présentation comme une lame. Qu'advient-il des familles qui dépendent de ce centre? Durand ajusta sa cravate, visiblement mal à l'aise. Eh bien, nous offrons une compensation financière adéquate. C'est un processus normal de développement urbain. Normal? Thomas se leva, appuyant ses mains sur la table d'acajou. Détruire un centre communautaire qui sert des centaines de familles est normal? Le silence dans la salle était palpable. Élodie observait la scène avec un intérêt croissant. Thomas Moreau, l'homme d'affaires connu pour sa froideur dans les décisions d'entreprise, défendait le centre communautaire. « Thomas », intervint Durand, sa voix mielleuse cachant une menace voilée. « Je sais que vous avez vos préoccupations sociales, mais ce projet a déjà été approuvé par le Conseil. Les contrats sont signés. »« Par toi », répliqua Thomas, « sans mon autorisation finale. » Élodie perçut le moment exact où quelque chose changea dans le regard de Durand. Le sourire artificiel fit place à une expression calculatrice. « Peut-être que ton jugement est influencé par des facteurs externes, » dit Durand, lançant un regard significatif en direction d'Élodie. « Ce ne serait pas la première fois qu'une implication personnelle affecte tes décisions d'affaires. » Le commentaire provoqua des chuchotements parmi les actionnaires. Élodie maintint sa posture professionnelle, mais intérieurement son sang bouillait. Thomas, quant à lui, semblait sur le point d'exploser. La tension dans la salle de réunion était palpable lorsque Thomas Moreau s'approcha de Julien Durand, sa voix contrôlée mais chargée d'autorité. « Je te suggère de garder tes insinuations. » Pour toi, Julien, ma vie personnelle n'est pas à l'ordre du jour ici. Les actionnaires observaient la scène dans un silence absolu. Élodie restait à son poste, maintenant sa posture professionnelle malgré l'envie d'intervenir. « Je me préoccupe simplement de l'avenir de l'entreprise, Thomas, » répondit Durand, son sourire artificiel revenant. « Après tout, nous nous souvenons tous de l'incident avec ton ancienne assistante exécutive. » Thomas serra les poings, mais avant qu'il ne puisse répondre, l'un des plus anciens actionnaires, M. Thibault,
s'éclaircit bruyamment la gorge. « Messieurs, je crois que nous nous écartons du sujet principal, le projet d'expansion. »« Le projet est suspendu, » coupa Thomas, sa voix ne laissant aucune place à la discussion. « Je veux un audit complet de tous les contrats et négociations qui y sont liés. » Julien Durand pâlit visiblement. « C'est absurde, tu ne peux pas simplement… »« Je peux et je vais le faire, » interrompit Thomas. « En tant qu'actionnaire majoritaire, j'en ai le droit. La réunion est terminée. » Les cadres commencèrent à se retirer, murmurant entre eux. Élodie observa comment Julien Durand restait en arrière, son visage déformé en un masque de fureur contenue. « Tu vas le regretter, Thomas, » murmura-t-il en passant devant son ex-partenaire. « Il y a des choses sur ton père que tu ignores. » Thomas pivota sur ses talons, affrontant Durand. « Qu'as-tu dit » Mais Julien était déjà parti, ne laissant que l'écho de sa menace voilée. Élodie s'approcha discrètement de Thomas, qui s'appuyait maintenant sur la table, respirant lourdement. « Monsieur Moreau, tout va bien ?» Il leva les yeux, rencontrant les siens. Pour un moment, son masque d'homme d'affaires implacable tomba, révélant un homme tourmenté par les fantômes du passé. « Mademoiselle Lefort, Élodie, » commença-t-il, la surprenant par l'usage de son prénom. « Pourquoi avez-vous choisi de travailler ?»« Ici ?» La question la prit au dépourvu. Le journal dans son sac semblait peser une tonne. « La vérité, s'il vous plaît, » demanda-t-il, sa voix plus douce que d'habitude. Élodie respira profondément. « Le Centre Saint-François n'est pas juste un autre projet social pour moi. Mon père l'a fondé après avoir quitté la police. C'est l'œuvre de sa vie. » Thomas l'étudia longuement. « Et vous êtes venu enquêter sur les raisons pour lesquelles nous voulons le démolir. » Ce n'était pas une question. Élodie acquiesça lentement. « Initialement, oui, mais il y a plus dans cette histoire que ce qu'il paraît, n'est-ce pas ?» Avant que Thomas ne puisse répondre, Sophie fit irruption dans la salle. « Monsieur Moreau, ils ont trouvé quelque chose dans les archives anciennes de l'entreprise, quelque chose sur votre père. » Thomas se leva immédiatement. Qu'ont-ils trouvé ? Des documents sur l'époque de son emprisonnement. Apparemment, Julien Durand gardait un dossier secret dans son bureau. L'équipe informatique vient de récupérer des emails supprimés de l'époque. Élodie sentit son cœur s'accélérer. Le journal de son père pourrait confirmer ce qui se trouvait dans ces documents. « Monsieur Moreau, » commença-t-elle, hésitante. « Je peux peut-être vous aider. Il y a quelque chose que je dois vous montrer. » À ce moment, les lumières du bâtiment clignotèrent et s'éteignirent. Le système d'urgence se déclencha, baignant la salle dans une lumière rouge fantomatique. « Panne électrique dans le secteur principal », informa la voix métallique du système de sécurité. Initiation du protocole d'évacuation. Élodie passa immédiatement en mode professionnel. « Monsieur, nous devons sortir d'ici, maintenant. »« Non, » répondit Thomas, sa voix ferme. « Je dois voir ces documents avant que Durand ne les détruise. » Élodie hésita une seconde, puis prit une décision. « D'accord, mais nous allons le faire à ma façon. » Dans la pénombre rouge de l'éclairage d'urgence, Élodie guidait Thomas à travers les couloirs de Moreau Holdings avec la précision de quelqu'un qui a mémorisé chaque centimètre des lieux. Son entraînement policier n'avait jamais été aussi utile. « Le bureau de Durand est à l'étage en dessous, » chuchota Thomas, mais avec le système de sécurité activé. « Laissez-moi faire, » répondit Élodie, sortant un petit dispositif de sa poche. « Une partie du nouveau système que j'ai mis en place inclut des codes de déverrouillage pour les urgences. » Thomas l'observa travailler avec une admiration croissante. Ses doigts dansaient sur le pavé numérique avec assurance, et en quelques secondes, les portes de sécurité s'ouvrirent silencieusement. Dans le bureau de Julien Durand, tout était méticuleusement organisé, sauf le tiroir du bureau principal, laissé entrouvert dans la précipitation de l'évacuation. Là, indiqua Élodie, se déplaçant rapidement. Le tiroir contenait un dossier rouge similaire à celui que Thomas lisait plus tôt, mais il y avait aussi autre chose, une clé USB noire avec les initiales AM gravées. « Auguste Moreau », murmura Thomas, prenant le dispositif d'une main tremblante. Élodie hésita puis sortit le journal de son père de son sac. « Monsieur Moreau, je pense que ceci peut aussi aider à clarifier les choses. » Thomas regarda le journal avec curiosité. « Qu'est-ce que c'est ?»« Il appartient à mon père, Pierre Lefort.
Ils connaissaient votre père. Ils ont travaillé ensemble dans la police. Le visage de Thomas se transforma en un masque de surprise et de confusion. Votre père et Pierre Lefort, le partenaire de mon père avant... Un bruit dans le couloir les interrompit. Des pas s'approchaient. Par ici, chuchota Élodie, tirant Thomas vers une salle adjacente. À travers la vitre dépolie, ils virent la silhouette de Julien Durand entrer dans son bureau. « Où est-ce? Où est-ce » murmurait-il, fouillant frénétiquement dans les tiroirs. Élodie sentit Thomas se tendre à ses côtés. Instinctivement, elle posa une main sur son bras, le maintenant en place. Le contact, bien que professionnel, envoya un courant électrique à travers eux deux. Durand poursuivait sa recherche frénétique, jurant maintenant ouvertement. « Maudit soit-il ! Ce vieux Pierre Lefort, s'il savait, si n'importe qui savait !» La prise de Thomas sur le bras d'Élodie se resserra. Elle pouvait sentir la colère émaner de lui, par vagues. Finalement, Durand quitta le bureau, toujours en pestant. Quand ses pas s'éloignèrent, Élodie et Thomas sortirent de leur cachette. « Nous devons partir d'ici, » dit Élodie, son professionnalisme reprenant le dessus. « Je peux vous emmener dans un endroit sûr où nous pourrons examiner ces documents correctement. » Thomas acquiesça, assimilant encore tout ce qu'il avait entendu. « Votre voiture ?»« Non, » répondit-elle, un petit sourire apparaissant sur ses lèvres. « J'ai quelque chose de mieux en tête. » 20 minutes plus tard, ils étaient dans le garage de la maison d'Élodie devant la Renault Alpine A110 1970, partiellement restaurée. « Personne ne vous chercherait ici, » expliqua-t-elle, retirant la bâche de la voiture. « Et nous avons beaucoup à discuter. » Thomas observait le véhicule avec une expression étrange. « Vous savez, mon père en avait une identique. Il m'emmenait conduire les week-ends avant son emprisonnement injuste, » compléta doucement Élodie. Il la regarda surpris. « Comment savez-vous cela ?» Élodie prit le journal de son père. « Parce que mon père était là, et je pense qu'il est temps que vous connaissiez toute la vérité sur ce qui s'est passé à cette époque. » Dehors, la pluie recommençait à tomber, comme si le ciel lui-même voulait créer l'atmosphère adéquate pour les révélations à venir. Dans le garage silencieux, éclairé seulement par une lampe fluorescente, Élodie et Thomas s'assirent sur les sièges avant de l'Alpine. L'odeur caractéristique de voitures anciennes se mêlait au parfum de la pluie qui tombait dehors, créant une atmosphère intime et nostalgique. « Mon père a tout documenté dans ce journal », commença Élodie, ouvrant le cahier à la couverture de cuir. « Chaque détail de l'affaire qui a conduit à l'arrestation de votre père. » Thomas tenait la clé USB trouvée dans le bureau de Durand, son pouce caressant inconsciemment les initiales gravées. « Pourquoi votre père n'a-t-il jamais contacté ?» « Ma famille avec ces informations. » Élodie soupira, tournant quelques pages du journal. Il a essayé au début, mais il a été menacé. Julien Durand et ses associés avaient beaucoup de pouvoir, même à cette époque. « Durand, » murmura Thomas, son visage se durcissant. « Il a toujours été présent depuis mon adolescence. Il était comme un mentor pour moi après que mon père... » « Après que votre père se soit éloigné des affaires, » compléta doucement Élodie. « Mais savez-vous pourquoi il s'est vraiment retiré ?» Thomas secoua la tête négativement. Élodie commença à lire un extrait du journal. 15. Mars 1995. Auguste a découvert des irrégularités dans les contrats du holding. Détournement de millions, terrain sous-évalué, pots de vin. Julien Durand était au centre de tout. Quand Auguste a menacé d'exposer le système, Durand a utilisé ses contacts dans la police pour fabriquer des preuves contre lui. J'ai essayé d'intervenir, mais j'ai été transféré et menacé. Si je parlais, ma famille en subirait les conséquences. Thomas ferma les yeux, des souvenirs douloureux refaisant surface. J'avais 16 ans quand j'ai vu mon père emmené par la police. Cette image ne m'a jamais quitté. Élodie toucha doucement son bras. Il y a plus. Mon père a découvert que Durand avait un plan plus important. Il voulait prendre le contrôle de l'entreprise, mais savait que votre père ne vendrait jamais ses actions. Alors il a forgé les accusations pour le forcer à vendre, conclut Thomas, sa voix chargée d'amertume. Et ça a fonctionné. Après sa sortie de prison, mon père n'a plus jamais été le même. Il a vendu une partie des actions, s'est éloigné de la gestion, laissant le champ libre à Durand pour monter, compléta Élodie. Mais il a gardé des preuves. Mon père mentionne des documents que votre père a cachés avant d'être arrêté. Thomas leva la clé USB.
des preuves que Durand a apparemment trouvées et conservées comme garanties. Un coup de tonnerre retentit au loin, rendant le moment encore plus dramatique. Élodie alluma l'ordinateur portable qu'elle avait apporté et ensemble, ils insérèrent la clé USB. Des dizaines de fichiers apparurent à l'écran. Contrats, photos, enregistrements audio. Toute la conspiration documentée méticuleusement par Auguste Moreau. « Mon père savait », murmura Thomas, sa voix nouée. « Il savait tout et a gardé les preuves pour me protéger. » Élodie observait son visage, éclairé par l'écran de l'ordinateur. Des années de rancœur et de méfiance commençaient à prendre sens. « Il y a autre chose que vous devez voir », dit-elle, tournant d'autres pages du journal. « Quelque chose concernant le centre communautaire Saint-François. » Thomas reporta son attention sur elle, curieux. « Le centre n'était pas une idée, originale de mon père, » expliqua Élodie. « Il s'est inspiré d'un projet que votre père avait avant son arrestation. Auguste Moreau voulait créer un réseau de centres communautaires, utilisant les ressources du holding pour le développement social. » Quoi? Oui. Mon père a repris le projet après l'arrestation de votre père. C'était une façon de maintenir vivant le rêve de son ami. Thomas se leva brusquement, ayant besoin d'espace pour traiter toutes ces révélations. Il marcha jusqu'à l'avant de l'Alpine, s'appuyant sur le capot. « Pendant toutes ces années, dit-il, sa voix basse mais intense, j'ai cultivé cette aversion pour la police, cette méfiance envers les institutions. J'ai établi des règles strictes pour me protéger. » Élodie sortit de la voiture, s'approchant de lui. « Et Durand en a profité. Il a nourri votre méfiance, tout en continuant à manipuler l'entreprise en coulisses. » La pluie commençait à diminuer dehors, et un silence significatif s'installa entre eux. Thomas se tourna vers Élodie, ses yeux rencontrant les siens avec une nouvelle intensité. « Pourquoi me montrez-vous tout cela maintenant ?» Élodie soutint le regard de Thomas, sentant le poids de ce moment. « Parce que parfois, nous devons affronter notre passé pour construire un avenir différent. » Un nouveau coup de tonnerre résonna au loin, mais aucun des deux ne bougea. La proximité entre eux, auparavant strictement professionnelle, portait maintenant une électricité différente. « Savez-vous, ce qui est ironique, » continua Thomas, sa voix plus douce, « j'ai passé des années à construire des barrières, à créer des règles pour me protéger. Et puis vous apparaissez, brisant toutes ces règles sans même essayer. Peut-être que certaines règles existent pour être brisées, répondit Élodie, s'autorisant un petit sourire, surtout quand elles sont basées sur des mensonges. Thomas toucha l'Alpine pensivement. Cette voiture, mon père m'a appris à conduire dans une identique. Il disait qu'un homme devait apprendre non seulement à maîtriser le volant, mais aussi son destin. Mon père disait quelque chose de similaire, commenta Élodie, que réparer des voitures anciennes nous enseigne la patience et la persévérance, que certaines choses doivent être complètement démontées avant de pouvoir être reconstruites. Le tourface téléphone de Thomas vibra brisant ce moment. C'était un message de Sophie. Julien Durand a convoqué une réunion extraordinaire du Conseil pour demain. Thème, votre destitution. Élodie lut le message par-dessus son épaule. Il se sent acculé. Il va essayer d'utiliser le pouvoir du Conseil pour vous écarter de la présidence avant que nous puissions exposer la vérité. Ça ne fonctionnera pas, répondit Thomas, une nouvelle détermination dans sa voix. Pas cette fois. J'ai la majorité des actions, mais il a les conseillers de son côté, avertit Élodie. J'ai vu comment ils le suivent dans les réunions. Thomas commença à arpenter le garage, son cerveau travaillant rapidement. J'ai besoin de temps pour organiser ces preuves, présenter tout de façon irréfutable. Le temps est exactement ce que nous n'avons pas, dit Élodie, consultant son propre téléphone. La réunion est à 9 heures demain. Thomas arrêta son va-et-vient, regardant Élodie avec une expression déterminée. Alors, nous allons travailler toute la nuit. Les heures suivantes furent intenses. Dans le petit salon de la maison d'Élodie, ils organisèrent des documents, croisèrent les informations du journal avec les fichiers de la clé USB, construisant une chronologie claire de la conspiration. Pierre Lefort, en rentrant chez lui et trouvant le salon envahi par des papiers et deux adultes concentrés sur leur travail, se contenta de sourire et prépara du café pour tous. Il reconnut Thomas immédiatement, les mêmes yeux déterminés que son père. « Votre père serait fier »,
dit Pierre, tendant une tasse à Thomas, de vous voir lutter pour la vérité. Thomas accepta le café, étudiant l'homme en face de lui. Vous n'avez jamais abandonné, n'est-ce pas, même après tout ce qui s'est passé? Abandonner ne fait pas partie du code Lefort, répondit Pierre avec un sourire. Élodie a hérité cela de moi. Élodie, qui tapait furieusement sur son ordinateur portable, leva les yeux avec un sourire. La scène l'émouvait. Son père et Thomas, unis par le passé et maintenant par le présent, travaillant ensemble pour corriger d'anciennes injustices. Quand le soleil commença à se lever, ils avaient un dossier solide. Chaque document était organisé, chaque preuve cataloguée, chaque témoignage enregistré. La vérité, gardée si longtemps, était prête à éclater au grand jour. « C'est l'heure », dit Thomas, vérifiant sa montre. « La réunion commence dans 2 heures. » Élodie commença à ranger les documents dans sa pochette. « Je vais vous préparer pour... »« Ah, non !» interrompit Thomas, touchant sa main. « Je ne veux pas que vous soyez là comme ma sécurité. Je vous veux à mes côtés, comme partenaire dans cette affaire. » Le contact et les mots de Thomas la prirent par surprise. « Mais le protocole... »« Au diable le protocole !» répondit-il, un sourire apparaissant sur ses lèvres. « N'est-il pas temps de briser quelques règles ?» Le hall de Moreau Holdings bouillonnait de rumeurs lorsque Thomas et Élodie entrèrent ensemble. Les employés observaient, surpris, le PDG et sa chef de sécurité marchant côte à côte, portant des dossiers identiques avec une détermination palpable sur leur visage. Sophie les intercepta avant l'ascenseur. « Monsieur Moreau, le conseil est déjà réuni. Monsieur Durand est arrivé il y a 20 minutes avec ses avocats. »« Merci, Sophie, » répondit Thomas, sa voix calme mais ferme. « Veuillez vous assurer que personne ne nous interrompe pendant la réunion. » Dans l'ascenseur, Élodie sentit la tension émanant de Thomas. Discrètement, elle toucha son bras. « Vous êtes prêt ?» Il la regarda, un demi-sourire se formant. « Avec vous à mes côtés ?»« Toujours. » La salle du conseil était pleine. Julien Durand occupait une position de choix, entouré d'hommes en costume gris. Ses avocats, supposa Élodie. Les conseillers, majoritairement des hommes plus âgés, occupèrent leurs places habituelles autour de la table ovale en acajou. « Ah, Thomas !» commença Durand, son sourire artificiel plus large que jamais. « Heureux que tu aies pu te joindre à nous, bien que je doive questionner la présence de la sécurité à la réunion du conseil. Mademoiselle Lefort est ici comme mon invitée, » répondit Thomas, sa voix tranchant l'air conditionné de la salle. « Et je crois que tous ici seront très intéressés par ce qu'elle a à partager. » Durand plissa les yeux, mais maintint son sourire. « Sois comme tu voudras. Mais nous avons un ordre du jour important à discuter. La destitution de l'actuel PDG pour conduite irrégulière et décision préjudiciable aux intérêts de l'entreprise. »« Conduite irrégulière » répéta Thomas, sa voix chargée d'ironie. « Intéressant que tu mentionnes cela, Julien. » Élodie commença à distribuer des dossiers aux conseillers, tandis que Thomas lançait une présentation sur l'écran géant. « Messieurs du conseil, commença-t-il, sa voix ferme et claire. Avant de voter ma destitution, j'aimerais partager quelques informations sur la véritable histoire de Moreau Holdings. » La première image qui apparut à l'écran était ancienne. Elle montrait Auguste Moreau et Pierre Lefort, jeunes, dans leurs uniformes de police. « Mon père et le père de mademoiselle Lefort étaient partenaires dans la police, » expliqua Thomas. « Jusqu'à ce que mon père découvre un système de corruption impliquant des détournements de fonds du holding, un système orchestré par nul autre que Julien Durand. » Des murmures se répandirent dans la salle. Durand s'agita sur son siège, son sourire vacillant enfin. « C'est ridicule, » intervint-il. « Des accusations sans fondement sur des événements vieux de plusieurs décennies. »« Sans fondement ?» coupa Élodie, passant à la diapositive suivante. « Alors comment expliquez-vous ces documents ?» À l'écran apparurent d'anciens contrats, des emails imprimés, des rapports financiers, tous détaillant le système de corruption. Ou peut-être pouvez-vous expliquer pourquoi vous gardiez cette clé USB dans votre bureau ? Continua-t-elle, connectant le dispositif au système. Avec les initiales AM, Auguste Moreau. Le visage de Durand pâlit visiblement. Les conseillers feuilletèrent les dossiers distribués, murmurant entre eux. « Mon père a tout documenté, avant d'être injustement emprisonné, » expliqua Thomas, sa voix portant des années de douleur contenue. « Une arrestation orchestrée par toi, Julien, pour prendre le contrôle de l'entreprise. »« C'est absurde !» explosa Durand, se levant. « Vous n'avez pas de preuves. »
Nous avons toutes les preuves, interrompit Élodie, sa voix professionnelle, mais tranchante. Y compris le journal de mon père qui a documenté toute l'enquête à l'époque. Enquête qui a été classée après qu'il a été menacé par vous. Les avocats de Durand chuchotaient furieusement, feuilletant des documents avec des expressions inquiètes. Les conseillers les plus anciens échangèrent des regards significatifs. Thomas marcha jusqu'à se retrouver face à face avec son ancien mentor. Pendant des années, tu as nourri ma méfiance, tu m'as manipulé, pendant que tu poursuivais tes combines en coulisses. Mais c'est fini, Julien. La vérité a éclaté. La tension dans la salle était palpable. Élodie restait proche de Thomas, ses yeux attentifs à chaque mouvement de Durand. Le silence qui suivit fut assourdissant. Julien Durand, pour la première fois depuis des décennies, semblait avoir perdu ses mots. Ses yeux passaient d'un document à l'autre, tandis que des gouttes de sueur commençaient à se former sur son front. « Messieurs du Conseil, » continua Thomas, se tournant vers les dirigeants, « le projet d'expansion que j'ai mentionné lors de la dernière réunion, c'était encore une des machinations de Durand. Le centre communautaire Saint-François n'était pas seulement un terrain de plus à démolir, c'était un symbole de ce que mon père a toujours voulu pour cette entreprise. » Élodie avança à la diapositive suivante, montrant le projet original d'Auguste Moreau pour un réseau de centres communautaires. Mon père rêvait d'une entreprise qui non seulement générerait des profits, mais qui transformerait aussi des vies, expliqua Thomas, sa voix chargée d'émotion. Et ce rêve a été interrompu par l'avidité et la trahison. L'un des conseillers les plus âgés, M. Thibault, s'éclaircit la gorge. « Monsieur Moreau, Thomas, j'ai connu votre père. C'était un homme intègre. Si ce que vous nous montrez est vrai, tante, chaque document a été vérifié, » intervint Élodie, professionnelle. « J'ai ici des rapports techniques confirmant l'authenticité de toutes les preuves. »« C'est un complot !» explosa finalement Durand. « Cette policière a manipulé les preuves. Elle et Thomas sont impliqués. C'est un conflit d'intérêts. »« Conflit d'intérêts ?» répéta Thomas, sa voix dangereusement calme. « Comme quand tu as fabriqué des preuves contre mon père pour prendre le contrôle de l'entreprise ? Ou comme quand tu as détourné des millions dans des contrats surfacturés ? Ces 20 dernières années. » Élodie projeta une série de graphiques et de rapports financiers. Voici les chiffres réels des projets gérés par M. Durand. Comme vous pouvez le constater, il y a des écarts significatifs entre les valeurs déclarées et celles effectivement dépensées. Les avocats de Durand commencèrent à rassembler discrètement leurs documents, tandis que les conseillers chuchotaient entre eux avec des expressions graves. Julien Durand, appela M. Thibault, sa voix grave résonnant dans la salle. En tant que président du Conseil, je demande votre démission immédiate de tous les postes au sein de Moreau Holdings. Quoi ? Vous ne pouvez pas ? Nous pouvons et nous devons, interrompit un autre conseiller. Ces documents sont trop graves pour être ignorés. Thomas observait la scène avec un mélange de tristesse et de soulagement. Des années de manipulation et de mensonges prenaient fin sous ses yeux. « Il y a autre chose, dit-il, sa voix plus douce. Le centre Saint-François ne sera pas démoli. Au contraire, ce sera le premier d'un nouveau réseau de centres communautaires, réalisant enfin le rêve de mon père. » Élodie sentit son cœur s'accélérer. Thomas la regarda, un sourire sincère sur ses lèvres. « Et pour gérer ce projet, continua-t-il, je ne peux penser à personne de mieux que la fille de l'homme qui a maintenu ce rêve vivant toutes ces années. » Les conseillers acquiescèrent en signe d'approbation. Durand, vaincu, marchait vers la porte, escorté par des agents de sécurité. « Votre père serait fier, » murmura Élodie à Thomas. « Nos pères, » corrigea-t-il doucement. « Ils ont toujours su que le chemin juste n'est pas toujours le plus facile. » Tandis que les conseillers s'organisaient pour un vote formel, Thomas et Élodie partagèrent un regard chargé de sens. Les barrières qu'il avait construites au fil des ans n'avaient pas seulement été brisées, elles avaient fait place à quelque chose de nouveau, quelque chose de transformateur. À l'extérieur de la salle de réunion, le soleil brillait, avec force à travers les fenêtres teintées de Moreau Holdings. Une nouvelle ère commençait, pas seulement pour l'entreprise, mais pour tous les acteurs impliqués. La nouvelle de la démission de Julien Durand se répandit rapidement dans Moreau Holdings. Dans les couloirs, les employés commentaient en chuchotant la réunion extraordinaire et les changements à venir. Au centre de tout, Thomas et Élodie travaillaient sans relâche pour réorganiser l'entreprise. Dans la salle qui appartenait auparavant à Durand,
maintenant transformé en centre d'opération temporaire, ils examinaient des documents et planifiaient les prochaines étapes. Les auditeurs ont trouvé 3 autres projets présentant des irrégularités, informa Élodie, passant un dossier à Thomas. Tous dans des quartiers défavorisés de la ville. Thomas feuilleta les documents, son visage se durcissant. Il n'avait vraiment aucune limite. Chaque projet caritatif était une façade pour détourner des fonds. Mais maintenant, nous pouvons rectifier cela, répondit Élodie, s'asseyant au bord du bureau. Transformer ces projets en quelque chose de réel, quelque chose qui aide vraiment les gens. Thomas leva les yeux vers elle, admirant comment Élodie parvenait toujours à voir le côté positif des situations. C'était l'une des nombreuses qualités qui l'attiraient de plus en plus. En parlant de cela, commença-t-il, prenant un dossier différent, j'ai finalisé le projet de restructuration du centre Saint-François. J'aimerais que vous y jetiez un coup d'œil. Élodie ouvrit le dossier et ses yeux s'écarquillèrent. Les plans montraient non seulement la rénovation du centre existant, mais une expansion significative, avec de nouvelles salles de classe, une zone sportive et même un atelier mécanique complet. « Un atelier ?» demanda-t-elle, un sourire se formant sur ses lèvres. « Pour des cours de mécanique », expliqua Thomas, souriant également. « J'ai pensé que ce serait approprié considérant l'histoire de l'Alpine. » Élodie sentit son cœur s'accélérer. C'était plus qu'un projet d'expansion, c'était un hommage à l'histoire de leur famille. « Il y a autre chose », continua Thomas, prenant une enveloppe dans son tiroir. « J'ai trouvé ceci dans les archives personnelles de Durand. Je pense que cela appartient à votre père. » À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une vieille photo, Pierre Lefort et Auguste Moreau, souriant, appuyés sur le capot d'une Alpine. Au verso, une date et un message, partenaires dans la justice, amis dans la vie. Ils n'étaient pas seulement des collègues de travail, murmura Élodie, touchant la photo avec affection. Ils étaient de vrais amis. Comme nous ? Demanda Thomas, sa voix plus douce. Élodie leva les yeux, rencontrant son regard. La tension entre eux, présente depuis le début, mais toujours contenue par des barrières professionnelles, était maintenant presque palpable. « Je pense que nous sommes plus que cela, » répondit-elle, sa voix également douce. Le moment fut interrompu par un coup à la porte. C'était Sophie, semblant agitée. « Monsieur Moreau, la presse est dans le hall. Ils veulent une déclaration sur la démission de Monsieur Durand et les nouveaux projets sociaux de l'entreprise. » Thomas ajusta sa cravate, reprenant sa posture professionnelle. « Je descends dans 1 minute. » Quand Sophie sortit, il se tourna vers Élodie. « Venez avec moi. »« Comme votre chef de sécurité ?» demanda-t-elle, haussant un sourcil. « Non, » répondit-il, lui offrant sa main. « Comme ma partenaire, dans tous les sens du terme. » Dans le hall, des dizaines de journalistes attendaient avec des caméras et des microphones. Quand Thomas et Élodie descendirent ensemble, main dans la main, les flashs commencèrent à crépiter frénétiquement. « Monsieur Moreau !» appelèrent les reporters. « Est-il vrai que l'entreprise change sa politique d'investissements sociaux ?» Thomas regarda Élodie, qui acquiesça légèrement. C'était le moment de partager non seulement la vérité sur le passé, mais aussi la vision pour l'avenir. « Moreau Holdings revient à ses véritables racines, » commença-t-il, sa voix claire et ferme. « Mon père, Auguste Moreau, rêvait d'une entreprise qui non seulement générerait des profits, mais qui transformerait des vies. Aujourd'hui, avec l'aide de personnes extraordinaires, il serra doucement la main d'Élodie. Nous réalisons ce rêve. » Le soleil de l'après-midi illuminait la façade fraîchement peinte du centre communautaire Saint-François. Des ouvriers travaillaient à l'agrandissement du bâtiment, tandis que des enfants jouaient dans la cour, curieux de toute cette activité. Élodie observait la scène depuis la fenêtre de son nouveau bureau, désormais directrice exécutive du projet de centre communautaire de Moreau Holdings. « Tu penses à tout ce qui a changé en si peu de temps ?» demanda Pierre Lefort, entrant dans le bureau avec 2 tasses de café. Élodie accepta la tasse avec un sourire. « C'est incroyable, n'est-ce pas? Il y a quelques semaines, nous nous inquiétions de la démolition du centre. Maintenant, tu réalises le rêve qu'Auguste et moi partagions, » compléta Pierre, son regard perdu dans ses souvenirs. « Tu sais, ta mère disait toujours que l'univers a une façon étrange de réparer les choses. » En parlant de réparer, une voix familière résonna depuis la porte. Thomas entra portant une boîte mystérieuse. « J'ai apporté quelque chose de spécial. » Il posa la boîte sur le bureau d'Élodie et l'ouvrit, révélant des pièces chromées étincelantes. « Ce sont les dernières pièces pour l'Alpine, »
expliqua-t-il. J'ai trouvé un collectionneur qui avait l'ensemble complet d'origine. Les yeux de Pierre brillèrent. Avec ça, nous pouvons enfin terminer la voiture. En fait, continua Thomas, j'ai pensé que nous pourrions le faire ensemble, comme un projet pour inaugurer le nouvel atelier mécanique du centre. Élodie sentit ses yeux s'embuer. C'était plus qu'un cadeau, c'était un symbole d'union, de reconstruction. Il y a autre chose, dit Thomas, sortant une enveloppe de la poche intérieure de sa veste. L'acte de propriété du terrain adjacent au centre. Il est officiellement donné pour l'expansion des projets sociaux. Pierre prit le document d'une main tremblante. C'est extraordinaire. C'est le minimum que je puisse faire, répondit Thomas. Votre journal n'a pas seulement révélé la vérité sur le passé, il m'a montré le chemin vers l'avenir. Élodie s'approcha de Thomas, entrelaçant ses doigts aux siens. Ce geste, autrefois impensable en raison des règles professionnelles strictes, semblait maintenant la chose la plus naturelle au monde. En parlant d'avenir, commença-t-elle, les architectes ont apporté les plans définitifs pour le réseau de centres communautaires. Ils veulent votre approbation pour commencer les travaux dans les autres quartiers. Notre approbation, corrigea doucement Thomas. Nous sommes une équipe maintenant, vous vous souvenez? Pierre observait leur interaction avec un sourire entendu. Tu sais, Auguste disait toujours que les meilleures associations commencent par la confiance et se renforcent avec le temps. Et les meilleures histoires commencent par un retournement du destin, compléta Élodie, souriant à Thomas. Dehors, le son des enfants riant se mêlait au bruit des travaux. Le centre Saint-François se transformait, tout comme la vie de tous ceux impliqués. « Alors, dit Thomas, regardant les pièces de l'Alpine, quand commençons-nous l'assemblage? Que diriez-vous de maintenant ?» suggéra Pierre, retroussant déjà ses manches. « L'atelier est presque prêt, et je suis sûr que les enfants du centre adoreraient une leçon pratique de mécanique. » Élodie sourit, se rappelant ses propres cours de mécanique durant son adolescence. « Comme au bon vieux temps? Mieux, répondit Thomas, embrassant doucement sa main. Comme des temps nouveaux. En marchant vers l'atelier, Élodie réfléchit à comment la vie pouvait changer en quelques semaines. Les barrières qui les séparaient auparavant, professionnelles, émotionnelles, du passé, s'étaient transformées en ponts. Des ponts qui reliaient maintenant non seulement deux personnes, mais deux familles, deux histoires, et un avenir plein de possibilités. 3 mois s'écoulèrent depuis la transformation de Morrow Holdings. L'ancienne salle de réunion du conseil, autrefois théâtre de disputes corporatives, abritait maintenant une exposition photographique spéciale. Sur les murs, des images racontaient l'histoire du centre Saint-François et sa connexion avec les familles Moreau et Lefort. Élodie ajustait le dernier cadre, la photo de son père avec Auguste Moreau à côté de l'Alpine, quand elle sentit des bras familiers entourer sa taille. « Je n'arrive toujours pas à croire que nous ayons trouvé d'autres photos d'eux ensemble, » dit Thomas, observant l'image par-dessus son épaule. « Sophie est incroyable, » répondit Élodie, se laissant aller contre lui. Elle a passé des semaines à organiser les archives anciennes de l'entreprise. Chaque photo raconte une partie de l'histoire que nous ne connaissions pas. L'exposition serait inaugurée ce soir-là, marquant le lancement officiel du programme de centre communautaire Auguste Moreau. C'était plus qu'un événement d'entreprise, c'était une célébration de transformation et de renaissance. « Nerveuse pour le discours ?» demanda Thomas, remarquant comment elle ajustait compulsivement le cadre. Élodie sourit. « Un peu. Ce n'est pas tous les jours qu'on présente un projet de cette envergure à la ville entière. »« Tu vas être brillante, » assura-t-il, embrassant doucement son cou, comme toujours. Le bruit de pas les fit se séparer discrètement. Pierre entra dans la salle portant un vieux dossier. « J'ai trouvé d'autres documents que vous devez voir, » annonça-t-il, ses yeux brillants d'excitation comme quelqu'un qui a découvert un trésor. « Ce sont les projets originaux que votre père a développés, Thomas, y compris des plans d'autres centres communautaires qu'il prévoyait de construire. » Thomas prit les documents avec révérence. Les pages jaunies contenaient non seulement des projets architecturaux, mais aussi des notes personnelles d'Auguste, ses visions pour chaque centre, des programmes sociaux planifiés, même des noms de personnes de la communauté qu'il comptait impliquer. « Il avait pensé à tout, » murmura Thomas, sa voix étranglée. « Chaque détail. »« Votre père était un visionnaire, » dit Pierre, posant une main sur l'épaule de Thomas. « Et maintenant vous réalisez ce rêve d'une façon qu'il n'aurait même pas pu imaginer. » Élodie observait la scène, le cœur plein. La douleur qui unissait autrefois leur famille s'était transformée en quelque chose de beau.
de constructif. « Ah, j'ai apporté autre chose », continua Pierre, sortant une petite enveloppe de sa poche. « Je l'ai trouvée ce matin, en fouillant dans les vieilles affaires de l'Alpine. » Dans l'enveloppe, il y avait une vieille clé et un billet manuscrit, pour quand le moment serait venu. « C'est la clé d'origine de l'Alpine », expliqua Pierre. « Auguste me l'a donnée à garder peu avant. Enfin, vous savez, il a dit qu'un jour elle trouverait sa juste destination. » Thomas tint la clé, sentant son poids historique. Et elle l'a trouvée. La voiture est presque prête, n'est-ce pas? Il ne manque que quelques ajustements, répondit Élodie en souriant. Les enfants de l'atelier sont super enthousiastes de voir le résultat final, surtout depuis que nous avons transformé la restauration en projet éducatif. Le programme de mécanique du Centre Saint-François était devenu un succès instantané. Des jeunes de la communauté apprenaient non seulement sur les voitures, mais sur la persévérance, le travail d'équipe et l'importance de préserver des histoires. Vous savez, ce qui serait parfait, suggéra Pierre, ses yeux brillants. Inaugurer l'Alpine restaurée ce soir avec l'exposition, ce serait une façon d'unir passé et présent. Élodie et Thomas échangèrent des regards complices. « En fait, papa, » commença Élodie, « nous y avions déjà pensé, c'est pourquoi l'atelier est fermé depuis hier. » Les derniers détails ont été finalisés ce matin, compléta Thomas. Nous voulions faire une surprise. Pierre sentit ses yeux s'embuer. L'Alpine n'était pas juste une voiture, c'était un symbole de résistance, d'amitié, de reconstruction. C'était la matérialisation d'une histoire qui avait commencé avec deux familles unies par la justice et qui se perpétuait maintenant à travers l'amour et la transformation sociale. La nuit arriva, apportant une brise douce et un ciel étoilé, le cadre parfait pour l'inauguration. Le centre Saint-François était méconnaissable. Des lumières décoratives illuminaient la façade rénovée et un tapis rouge guidait les invités à travers une exposition en plein air qui racontait l'histoire du lieu. Élodie observait l'arrivée des invités depuis son nouveau bureau, ajustant une dernière fois sa robe bleu marine. Sur la table, le dossier avec son discours attendait, mais elle n'en avait plus besoin. Les mots étaient dans son cœur. « Tu es magnifique », dit Thomas debout à la porte. Lui-même était élégant dans son costume sombre, mais ses yeux ne voyaient qu'Élodie. « Tu n'es pas mal non plus », plaisanta-t-elle, s'approchant pour ajuster sa cravate. « Prêt à faire l'histoire ? Avec toi ? Toujours ?» répondit-il, se penchant pour un doux baiser. Le bruit de clics photographiques les interrompit. Sophie était à la porte, souriant d'un air contrit avec un appareil photo dans les mains. « Excusez-moi, mais vous étiez parfait pour la dernière photo de l'exposition », expliqua-t-elle. Le couple qui a reconstruit non seulement une entreprise, mais tout un héritage. Dans le hall du centre, les invités s'émerveillaient devant l'exposition. Politiciens, hommes d'affaires, résidents de la communauté, tous unis pour célébrer quelque chose de plus grand que leurs différences sociales. Pierre circulait entre les groupes, racontant des histoires des premiers jours du centre, maintenant avec une lueur renouvelée dans le regard. Près de lui, un groupe d'adolescents de l'atelier mécanique expliquait fièrement le processus de restauration de l'Alpine aux visiteurs intéressés. « C'est l'heure », annonça Sophie, s'approchant d'Élodie et Thomas. Le moment du discours arriva. Élodie monta sur la petite scène installée dans la cour avec Thomas à ses côtés. La lumière des projecteurs éclairait les visages attentifs de l'assistance. « Bonsoir », commença-t-elle, sa voix claire et ferme. « Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement la rénovation d'un espace physique, nous célébrons le renouveau d'un rêve qui a commencé il y a de nombreuses années avec deux hommes qui croyaient en la justice et en la transformation sociale. » Elle fit une pause, ses yeux rencontrant ceux de son père dans la foule. Le Centre Saint-François est né de la vision d'Auguste Moreau et Pierre Lefort. Un rêve qui a été interrompu, mais jamais abandonné. Aujourd'hui, ce rêve renaît plus grand et plus fort à travers une nouvelle association entre leurs familles. Thomas serra doucement sa main, lui donnant la force de continuer. Partir d'aujourd'hui, le programme de centre communautaire Auguste Moreau ne sera pas simplement un projet d'entreprise. Ce sera un engagement envers la transformation sociale, l'éducation, l'avenir. Et pour symboliser cet engagement, nous avons une surprise spéciale. Les portes de l'atelier s'ouvrirent lentement, révélant la Renault Alpine A110 1970, complètement restaurée.
Sous les lumières de la cour, la voiture resplendissait comme neuve, sa peinture noire brillante reflétant les étoiles. « Cette voiture, continua Élodie, sa voix émue, est plus qu'un projet de restauration. C'est un symbole de comment nous pouvons reconstruire non seulement des machines, mais aussi des rêves, des relations, des avenirs. » Pierre s'approcha de la scène et Thomas lui remit la clé originale de la voiture. « Pour l'homme qui n'a jamais cessé de lutter pour ce qui est juste, dit Thomas, sa voix chargée de respect, et qui nous a appris que les meilleures histoires sont celles écrites avec courage et amour. » Pierre prit la clé d'une main tremblante, embrassant fortement d'abord Thomas puis sa fille. « Vous n'avez pas seulement restauré une voiture, dit-il, ses paroles traversées par l'émotion. Vous avez restauré toute une histoire. » Le public applaudit debout, beaucoup avec des larmes aux yeux. Au centre de la cour, l'Alpine brillait sous les étoiles. Non plus un projet inachevé, mais un symbole de transformation et d'espoir. Une semaine après l'inauguration, le centre Saint-François bouillonnait d'activité. Les nouvelles salles de classe étaient pleines. L'atelier mécanique fonctionnait à plein régime. Et le son des rires et des conversations animées résonnait dans les couloirs fraîchement rénovés. Élodie marchait dans la cour, observant avec satisfaction comment l'espace avait pris une nouvelle vie. Des groupes de jeunes se réunissaient sur les bancs colorés, discutant de projets et de rêves. Sur le tableau d'affichage, des affiches annonçaient de nouveaux cours et des opportunités d'emploi chez Morrow Holdings. « Mademoiselle Élodie », appela Michel, l'un des adolescents du programme de mécanique. « Vous devez voir ce que nous avons découvert sur le moteur de l'Alpine. » Elle sourit, suivant le jeune à l'atelier. Son enthousiasme était contagieux. Dans l'espace de travail, un groupe d'étudiants se penchait sur des manuels techniques et des pièces anciennes, discutant avec animation. « Nous avons trouvé un moyen d'améliorer les performances tout en conservant les caractéristiques d'origine, » expliqua Michel, ses yeux brillants de fierté. « Monsieur Pierre nous a aidés avec les spécifications de l'époque. » Élodie examina les dessins techniques qu'ils avaient préparés, impressionnée par le niveau de détail. Le programme n'enseignait pas seulement la mécanique. Il formait de futurs professionnels, éveillait des passions, construisait des avenirs. « Excellent travail, les gars, » les félicita-t-elle. « Pourquoi ne présenteriez-vous pas cela lors de la prochaine réunion du Conseil? Nous pourrions étendre le programme aux autres centres que nous construisons. » Les jeunes se regardèrent, enthousiastes à cette possibilité. À ce moment, Thomas entra dans l'atelier portant un dossier épais. « J'interromps » demanda-t-il, souriant en voyant l'enthousiasme du groupe. « Monsieur Moreau » s'exclama Michel. « Vous devez voir notre proposition de modification pour le moteur. » Thomas s'approcha, sincèrement intéressé. Élodie observait avec tendresse comment il interagissait avec les jeunes, non comme un puissant homme d'affaires, mais comme quelqu'un qui se souciait vraiment de leurs rêves et de leurs idées. Après que les étudiants eurent repris leur travail, Thomas se tourna vers Élodie. « J'ai une surprise pour toi. » Il ouvrit le dossier révélant des plans architecturaux et des documents. « Tu te souviens de ce terrain abandonné dans le quartier Espérance? Nous venons de finaliser l'achat. Ce sera le site du prochain centre communautaire. » Élodie prit les documents, ses yeux parcourant rapidement les détails. Le quartier Espérance était l'une des zones les plus défavorisées de la ville. Exactement le type d'endroit qui avait besoin d'un tel projet. « Mais il y a plus », continua Thomas, sortant un autre document du dossier. « Je veux que tu diriges non seulement ce projet, mais tout le réseau de centres communautaires que nous allons construire, en tant que directrice exécutive permanente. » Élodie sentit son cœur s'accélérer. « Thomas, tu as transformé le centre Saint-François en quelque chose d'extraordinaire, » poursuivit-il tenant ses mains. « Tu n'as pas seulement préservé l'héritage de nos pères, tu l'as étendu, tu lui as donné une nouvelle vie. Je ne peux imaginer personne de mieux pour diriger cette nouvelle phase. » Des larmes de bonheur brillaient dans les yeux d'Élodie. « Bien sûr que j'accepte, mais à une condition. » « Laquelle ? Que tu continues d'être mon partenaire dans tout cela. Pas seulement comme PDG de Morrow Holdings, mais comme l'homme qui est tombé amoureux de la policière qui a brisé toutes ses règles, compléta-t-il en souriant. « Exactement, » répondit-elle, l'attirant pour un doux baiser. Le son d'applaudissements et de sifflements les fit se séparer, en riant. Les jeunes de l'atelier observèrent la scène avec de larges sourires. « Vous êtes comme un conte de fées moderne », s'exclama l'une des élèves. La policière et l'homme d'affaires qui sont tombés amoureux en sauvant le centre. « Communautaire »
Élodie et Thomas rirent de la description. D'une certaine façon, c'était vraiment une histoire digne d'un conte de fées, mais construite sur la vérité, le courage et la transformation. En fait, dit Thomas, enlaçant Élodie par les épaules, c'est une histoire sur le brisement des barrières et la construction de ponts. Sur la découverte que parfois nous devons laisser le passé derrière nous pour construire un avenir meilleur. Et sur comment l'amour peut transformer non seulement deux personnes, mais des communautés entières, compléta Élodie, observant. Les jeunes retournaient au travail, pleins de rêves et de possibilités. Le soleil se couchait à l'horizon quand Élodie et Thomas arrivèrent à la villa Moreau. Sur la banquette arrière de la voiture, le dossier avec les projets des nouveaux centres communautaires reposait à côté du journal de Pierre, deux symboles de comment le passé et l'avenir pouvaient s'entrelacer parfaitement. « Je n'arrive toujours pas à croire que tu aies gardé cette clé tout ce temps », commenta Élodie, tandis qu'il montait les escaliers de la véranda. Thomas sourit, sortant de sa poche l'ancienne clé de l'Alpine que Pierre leur avait rendue après l'inauguration. Certaines choses doivent attendre le bon moment. En entrant, ils furent surpris par Sophie, qui les attendait avec une expression énigmatique. « Vous tombez bien, dit-elle, contenant à peine un sourire. Il y a quelque chose que vous devez voir. » Elle les conduisit au bureau de Thomas, où une vieille boîte reposait sur le bureau. « Nous avons trouvé ceci dans les anciennes archives personnelles de M. Auguste. Elle était fermée toutes ces années. » Thomas s'approcha de la boîte avec révérence. Elle était en bois sombre, avec les initiales AM gravées sur le couvercle. Avec précaution, il l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait des photos, des lettres et une enveloppe scellée portant l'inscription « Pour mon fils, quand il trouvera son vrai chemin ». D'une main tremblante, Thomas ouvrit l'enveloppe et commença à lire « Cher fils, si tu lis ceci, cela signifie que tu as enfin découvert la vérité, et plus important encore, que tu as trouvé ton propre chemin. J'ai toujours su que ce jour viendrait, le jour où tu comprendrais qu'une entreprise n'est pas faite seulement de chiffres et de contrats, mais de personnes et de rêves. Les centres communautaires étaient plus qu'un projet pour moi. Ils étaient une promesse de transformation. Une promesse que je n'ai pu tenir de mon vivant, mais qui est maintenant entre tes mains. Pierre Lefort, mon ami le plus loyal, a gardé non seulement la vérité, mais aussi l'espoir qu'un jour tu accomplirais ce voyage. Et quelque chose me dit que sa fille, Élodie, a joué un rôle important dans tout cela. Souviens-toi toujours, les plus grandes réalisations de la vie ne se mesurent pas en argent, mais en vie transformée. Continue à construire des ponts, là où d'autres ne voient que des murs. Avec amour, ton père. Élodie, qui lisait par-dessus l'épaule de Thomas, sentit ses propres larmes couler. Il se retourna, l'étreignant fortement. Il savait, murmura Thomas. D'une certaine façon, il savait qu'un jour, nous nous trouverions l'un l'autre. Nos pères en savaient toujours plus que nous, répondit doucement Élodie. Sur la justice, sur l'amour, sur la transformation. Sophie se retira discrètement, laissant le couple dans son moment d'intimité. Par la fenêtre du bureau, le ciel se teintait de rose et d'or comme une promesse de jour encore plus brillant à venir. « Tu sais, » dit Thomas, tenant toujours Élodie dans ses bras, « je crois que je comprends enfin pourquoi mon père aimait tant cette Alpine. » Pourquoi? Parce que parfois nous devons démonter quelque chose complètement pour le reconstruire en mieux. C'est ce qui est arrivé avec l'entreprise, avec le centre communautaire. « Avec nous deux, » compléta Élodie souriant. « Exactement. Et maintenant, il toucha doucement son visage. Nous sommes plus forts que jamais. Dehors, le son lointain de moteurs pouvait être entendu, les jeunes de l'atelier testant leur dernier projet. C'était le son de l'avenir qui arrivait, apportant avec lui toutes les promesses qu'Auguste Moreau et Pierre Lefort avaient rêvées tant d'années auparavant. Le premier rayon de soleil du matin trouva Élodie et Pierre dans le garage de la maison, admirant l'Alpine qui resplendissait maintenant dans toute sa gloire. La voiture n'était plus seulement un projet inachevé, c'était un symbole vivant de persévérance et de renouveau. « Je me souviens encore du jour où nous avons commencé à la restaurer, » dit Pierre, passant affectueusement la main sur le capot. « Tu venais d'entrer dans la police, et tu disais que ce serait une leçon de patience, » compléta Élodie, souriant à ce souvenir. « Tu étais loin de savoir que ce serait bien plus que cela. » Le bruit d'un autre moteur s'approchant interrompit la conversation. Thomas gara sa voiture dans l'allée, descendant avec un sourire et une chemise sous le bras. «
Bonjour, salua-t-il, embrassant doucement Élodie et étreignant Pierre. Prêt pour le grand jour? Aujourd'hui serait l'inauguration du second centre communautaire du réseau, dans le quartier Espérance. Mais avant, ils avaient une tradition spéciale à respecter. Les qu'enfants doivent déjà attendre, dit Élodie, prenant les clés de l'Alpine. Nous ne pouvons pas laisser nos élèves de mécanique attendre leurs cours pratiques. Chaque dimanche matin, le groupe de jeunes du programme de mécanique se réunissait pour des cours spéciaux. Aujourd'hui, pour la première fois, ils auraient la chance de voir l'Alpine en action. Quand ils arrivèrent au centre Saint-François, une petite foule les attendait déjà. Michel et les autres étudiants du programme de sa mécanique étaient devant, leurs yeux brillants d'anticipation. « Elle est encore plus belle en mouvement !» s'exclama l'une des élèves quand Élodie gara la voiture dans la cour. Pierre prit les devants, rassemblant les jeunes autour du véhicule. « Aujourd'hui, nous allons apprendre non seulement la mécanique, mais aussi l'histoire et la transformation. » Pendant que Pierre commençait son cours, expliquant chaque détail de la voiture restaurée, Thomas entraîna Élodie dans un coin plus tranquille de la cour. « J'ai une surprise, dit-il, ouvrant le dossier qu'il avait apporté. Tu te souviens avoir mentionné vouloir étendre le programme de mécanique ?» Élodie acquiesça curieuse. « Eh bien, j'ai parlé avec quelques entreprises du secteur automobile. Non seulement elles veulent parrainer le programme, mais elles offrent aussi des stages et des emplois à nos élèves. » Les yeux d'Élodie s'illuminèrent. « Thomas, c'est incroyable. »« Il y a plus, » continua-t-il, sortant d'autres documents du dossier. « L'ancienne usine abandonnée du quartier Espérance, nous allons la transformer en école technique professionnelle, intégrée au nouveau centre communautaire. » Élodie prit les papiers, étudiant les projets avec une émotion croissante. L'ancienne usine avait assez d'espace pour des ateliers, des salles de classe et même une zone d'essai. « Cela va changer la vie de tant de jeunes, » murmura-t-elle, imaginant les possibilités. « Ça change déjà des vies, » répondit Thomas, indiquant le groupe autour de l'Alpine. Les adolescents écoutaient attentivement chaque mot de Pierre, prenant des notes et posant des questions pertinentes. Ils n'étaient plus seulement des étudiants, ils étaient de futurs professionnels, des rêveurs en formation. « Tu sais ce qui m'émeut le plus ?» dit Élodie, appuyant sa tête sur l'épaule de Thomas. « Voir comment un projet qui a commencé avec nos pères continue de grandir et de transformer des vies. » Thomas l'enlaça par derrière, tous deux observant la scène devant eux. Pierre montrait maintenant le moteur de la voiture, expliquant les modifications que les élèves eux-mêmes avaient suggérées. « Nos pères ont planté les graines, » dit-il doucement. « Maintenant, nous voyons la forêt grandir. » Le soleil du matin baignait la cour d'une lumière dorée, se reflétant sur le chrome de l'Alpine et sur les visages souriants des jeunes. C'était un dimanche matin ordinaire pour beaucoup. Mais pour ce groupe spécial, c'était un chapitre de plus dans une histoire de transformation qui continuait à s'écrire. L'après-midi arriva, apportant avec elle l'anticipation de l'inauguration du nouveau centre communautaire. Le quartier Espérance était en fête. Des banderoles colorées décoraient les rues et les habitants se rassemblaient joyeusement devant le bâtiment fraîchement rénové. Élodie, dans son bureau temporaire du nouveau centre, mettait la dernière touche à son discours quand Sophie entra précipitamment. « Élodie, tu dois voir ça, » dit-elle, allumant la petite télévision au mur. Dans les informations locales, un reportage spécial montrait Julien Durand, convoqué pour témoigner sur des irrégularités dans d'anciens contrats. Le titre était clair, « L'ancien cadre de Morrow Holdings fait face à une enquête pour fraude. »« La justice peut tarder, mais elle arrive toujours, » commenta Élodie, pensant à comment son père et Auguste Moreau étaient enfin vengés. Thomas apparut à la porte, déjà habillé pour la cérémonie. « Tu as vu ?»« Oui, » répondit-elle, se levant pour ajuster sa cravate. « Comment te sens-tu ?»« En paix, » dit-il simplement. « Durand va faire face aux conséquences de ses actes, mais notre attention est maintenant tournée vers l'avenir. » Sophie sourit, laissant le couple seul. Par la fenêtre, ils pouvaient voir l'activité augmenter dehors. Des familles entières arrivaient pour l'inauguration, beaucoup amenant des enfants impatients de découvrir les nouvelles installations. « Regarde ça, » murmura Élodie, observant la scène. « Il y a un an, cet endroit était un symbole d'abandon. Maintenant, c'est un symbole d'espoir, » compléta Thomas, l'enlaçant par derrière, « comme nos pères l'ont toujours voulu. » Un bruit familier attira leur attention, le son inconfondable du moteur de l'Alpine.
Pierre venait d'arriver, apportant avec lui les élèves du programme de mécanique qui participeraient à la cérémonie. « C'est l'heure du spectacle », dit Élodie, prenant ses notes. La cérémonie d'inauguration fut encore plus émouvante que la première. La cour du nouveau centre était comble. Résidents du quartier, hommes d'affaires, autorités et, plus important, des dizaines de jeunes impatients de commencer les cours professionnels. Quand Élodie monta sur la scène improvisée, elle sentit le poids du moment. À ses côtés, Thomas tenait sa main, lui donnant de la force. « Il y a longtemps », commença-t-elle, sa voix claire et ferme. Deux hommes partageaient un rêve. Ils croyaient que la transformation sociale ne consistait pas seulement à construire des bâtiments, mais à créer des opportunités. Aujourd'hui, ce rêve s'enrichit d'un nouveau chapitre. Elle fit une pause, ses yeux rencontrant ceux de son père dans le public. Le centre, communautaire Espérance, n'est pas simplement un autre projet social. Il fait partie d'un réseau qui grandit, qui change des vies. Chaque salle de classe ici sera un espace de transformation. Chaque atelier, un lieu de découverte. Chaque rêve, une possibilité réelle. Thomas prit alors la parole, et pour symboliser ce moment, nous avons une annonce spéciale. À partir d'aujourd'hui, Moreau Holdings crée un fonds permanent pour l'éducation professionnelle. Chaque centre communautaire de notre réseau aura des ressources garanties pour former et employer de jeunes talents. Les applaudissements furent assourdissants. Au premier rang, Michel et ses camarades du programme de mécanique célébraient avec enthousiasme. Pierre les rejoignit sur la scène, apportant avec lui une plaque commémorative. Sur celle-ci, une vieille photo montrait Auguste Moreau et, lui-même, jeunes et souriants, à côté de l'Alpine originale. Cette plaque, expliqua Pierre, sa voix émue, sera placée à l'entrée de chaque nouveau centre que nous inaugurerons, pour rappeler que la transformation sociale n'est pas seulement un projet, c'est un héritage qui passe de génération en génération. Élodie et Thomas observèrent la scène, le cœur plein. Le rêve qui avait commencé avec leur père prenait maintenant son propre envol, plus grand et plus impactant que n'importe lequel d'entre eux aurait pu l'imaginer. Cet après-midi-là, tandis que le soleil se couchait à l'horizon du quartier Espérance, l'Alpine brillait dans la cour du nouveau centre, entourée de jeunes curieux et rêveurs.